On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. On aime ça, nous, les gens créatifs, les aventuriers. C'est le cas de Marc-André Pailly qui, pour souligner ses 40 ans, lance les 12 travaux de Marc-André, mais pour rendre hommage également à son père, avec des épreuves assez particulières. Il est à la mi-parcours et sa dernière épreuve consistait à dormir dans un igloo pendant une semaine. C'est maintenant chose faite et réalisée. Il est avec nous. Depuis quelques mois déjà, vous entendez ou vous voyez parler des 12 travaux de Marc-André. Si vous lisez le Canada français, vous écoutez la radio à Boom. Et ici même à la télé, au début de cette aventure, on l'avait reçu pour nous expliquer un peu en quoi ça consistait. On en a entendu parler également dans certains médias nationaux du côté de Montréal. Là, on est à la mi-parcours. Il y a comme 6 épreuves sur 12 de compléter. Mais j'ai comme l'impression que la toute dernière qui vient de se compléter, elle est peut-être plus marquante dans l'imaginaire collectif, parce qu'on dit, oh là là, Marc-André a dormi dans un igloo. Puis ça a tombé à peu près dans la semaine où il a fait le plus froid cet hiver. Il est avec nous en chair et en os et en bonne santé. Salut, bienvenue. Allô, Éric, ça va bien? Oui, ça va bien. Déjà la mi-parcours? Oui. Ça passe vite. Pour toi, est-ce que c'est une étape qui est importante dans tout ça? Oui. Hey, je suis rendu à la moitié, là, la moitié de fête. Oui, c'est une étape importante, puis surtout que ça montre que le rythme est bon, puis que je tiens le coup aussi, c'est surtout ça, le physique tient le coup, parce que ça demande beaucoup d'entraînement, là, toutes ces épreuves-là. Ça demande beaucoup d'organisation. Ça, c'est ce qui me surprend un petit peu le plus, parce que si quelqu'un fait, exemple, un projet, un 5 à 7, on répète la même étape si on décide d'en refaire un autre. Mais moi, c'est des épreuves qui sont complètement différentes. L'interaction avec les jeunes de l'Étoile est différente. Oui. L'interaction avec le public est différente aussi. Mais c'est une belle marque. Je trouve que ça va bien. Bon, pour ceux qui auraient la mémoire courte ou qui ne t'auraient pas entendu, fais juste nous faire une remise en contexte de ce projet des 12 travaux de Marc-André. Oui, en fait, bien rapidement, c'est un hommage à mon père, à vraiment la trame de fond, qui est décédé très jeune. Là, il avait à peine, même pas 41 ans encore. Puis ça fait des années que je voulais lui rendre un hommage parce qu'il m'a légué vraiment des belles valeurs au niveau familial, au niveau de la collectivité. Il s'impliquait énormément auprès des jeunes aussi. Il avait participé dans une organisation qui s'appelait l'École des sports en Mauricie, qui aidait les jeunes qui étaient moins fortunés à avoir accès au sport, que ce soit le karaté, le hockey, la ringuette, le pré-patin pour apprendre à patiner. Donc, c'est une façon, en fait, de lui rendre hommage, de fêter un peu tout ce qui peut être fait en plein air pendant 12 mois. Je me suis associé à l'Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu, pour ramasser des fonds pour cet organisme-là, mais pour dédier les fonds à un programme qui s'appelle la thérapie par l'aventure. Donc, c'est vraiment d'amener les jeunes à l'extérieur, de bouger en plein air. On sait qu'ils ont plein de programmes intéressants, que ce soit la musicothérapie, la zoothérapie, mais des fois, ça ne rejoint pas tous les jeunes qui ont besoin d'être un petit peu plus actifs. Mais là, une fois qu'on dit, OK, moi, je veux rendre hommage à mon père, puis en même temps, tu arrives un peu au même âge qu'il avait quand il est décédé, Oui, hein, c'est ça? Bon, oui. comme c'est significatif. Il t'a légué beaucoup. En même temps, tu as fait beaucoup de sport ou de loisirs avec lui. Oui, je pense que ça s'inscrit exactement. là-dedans. Une fois que tu dis, OK, je vais lui rendre hommage, je vais m'associer à l'Étoile, je vais faire 12 travaux. OK, là, la page est blanche. Ah oui, c'est quoi les travaux? Comment on décide de dire, OK, moi, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça? Comment as-tu colligé ces aventures, ces expériences un peu particulières? En fait, je suis allé, à la base, j'ai pris plusieurs sports de plein air que j'aime faire. Parce que contrairement, il y a souvent, on entend parler des gens qui courent. Souvent, les gens, ils vont pratiquement juste courir. Exception, ceux qui font du triathlon vont rajouter la natation et le vélo, mais souvent, il y a un des 3 sports qu'ils préfèrent, même peut-être 2. Plus dominant. Sauf que moi, c'est vraiment tout ce qui se passe en plein air. Si on parle juste de natation, moi, d'aller nager à la piscine, c'est correct parce que c'est un entraînement, c'est essentiel. Mais quand je m'entraînais pour un triathlon en 2015, les entraînements de piscine, là, Éric, je les ai manqués pour, je dirais, à peu près 80 %. Moi, c'est dehors que ça se passe. Quand j'allais en lac pour m'entraîner, tout allait bien. Je ne voulais pas arrêter mes entraînements de natation. Fait que quand je suis arrivé devant ma page blanche, j'ai établi tous des sports qui pouvaient être faits que j'aime faire, que ce soit de la randonnée pédestre, que ce soit du canot, de la course en sentier, du ski de randonnée. C'est tous des sports que je pratique régulièrement. Fait que je suis parti de ça, puis après ça, je suis allé chercher des défis, si on veut, qui vont être un petit peu plus hauts que ce que les gens vont vouloir faire normalement pour que ça soit impressionnant. Parce que si j'avais fait des petites distances, des petites choses... Il faut que ça frappe l'imaginaire. Il faut que ça frappe l'imaginaire. Le premier truc, tu l'as fait quand? Début septembre, c'est vraiment. Ça a commencé le 1er septembre. C'était le mois que j'ai eu mes 40 ans.
On parlait tantôt Ouais, de tout à fait. l'hommage à mon père. Bon. C'est pour ça que c'est cette année que c'est vraiment Et marquant. les 5 premières épreuves, en résumé, vite, vite, là, c'est quoi? Alors, on a fait, en fait, j'ai fait 190 km de randonnée pédestre en 4 jours. Normalement, c'est environ 12 jours pour la majorité des gens à faire, donc OK. très rapidement. Participation au Bromont Ultra, qui est de la course en sentier. On avait 12 équipes à relais. Donc, c'était vraiment de réunir plein de monde pour faire 80 km à relais chaque équipe, puis de ramasser le plus de sous possible. C'est vraiment le défi qui a ramassé le plus parce qu'on était collectivement, tout le monde ensemble, à ramasser. Là, on a passé le 25 000 là, juste avec cette épreuve-là. Ensuite, il y a eu une épreuve militaire au mois de novembre, qui est un clin d'œil, vu qu'on est une ville militaire à Saint-Jean. Donc, c'était vraiment de montrer deux valeurs, les mettre en valeur, la persévérance et la résilience, des thèmes qui reviennent souvent pour des jeunes de l'Étoile, mais également pour les militaires. C'est des bonnes valeurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marché avec un de mes amis, Jay, 52 km sur la bande du canal, dont la moitié, on avait 100 livres de sable sur les épaules. C'était quelque chose. Les gens, ils trouvaient que c'était une des deux épreuves qui allait être la plus difficile. Ça s'est bien passé quand même, mais un petit peu de courbature. La quatrième? Mois de décembre, les 12 travaux de Marc-André, c'est quand même inspiré d'Astérix, donc un petit clin d'œil à la bouffe, donc une épreuve de bouffe. Ce qu'on a fait, c'est une raclette en plein air à la fromagerie au Gré des Champs. Ce que je voulais, c'est qu'on participe et qu'on fasse une mixité. Donc, il y avait des gens d'affaires qui étaient là, il y avait des employés qui étaient là, mais tous les billets vendus ont servi à inviter des familles de l'Étoile à participer puis de vivre une expérience hors du commun, un pique-nique au mois de décembre dehors. La cinquième? Mois de janvier, ça, été le ski de fond. Donc, je reprenais la même traversée de Charlevoix que j'ai fait en randonnée pédestre au mois de septembre parce que je voulais montrer qu'on est capable d'utiliser le même territoire pour faire différents sports et dans diverses saisons. Donc, ski de fond, je me suis attaqué à une traversée de 105 km. Au départ, quand j'ai écrit le projet, là, dans la fameuse page blanche, je voulais le faire en une journée. Quand j'ai fait la traversée en randonnée, je me suis dit, oh, Marc-André, là, tu as exagéré un petit peu. Puis c'est aussi ça, la vie, c'est des réajustements. On n'est pas toujours dans l'excès. Donc, j'ai réajusté, j'ai dit en 2 jours. Finalement, c'est la première épreuve que je n'ai pas réussi à compléter. J'ai eu des problèmes d'équipement un petit peu, mes pots d'ascension ne collaient pas. Je pense que j'avais sous-estimé la tâche à faire aussi. Puis à un moment donné, j'aurais pu le compléter ma première journée, puis après ça, m'attaquer à la deuxième. Mais il y avait des enjeux de sécurité qui étaient un petit peu difficiles à gérer. La nuit était tombée. J'avais des très bonnes descentes à faire en ski et la nuit, avec des arbres très serrés. Mais pour moi, c'est pas un échec. Je suis sorti de là, je suis sorti du bois en disant, OK, j'arrête l'épreuve. Mais c'est juste, on apprend de ça, on se relève, puis c'est ça la vie, c'est la persévérance. C'est quand tu réussis à apprendre un événement qui a été difficile dans ta vie, si je fais le parallèle avec le décès de mon père, c'est de trouver le positif dans ce qui s'est passé, dans notre échec. C'est la façon de rebondir, d'aller vers l'avant. Bon. Là, on arrive à l'igloo, mais qui n'est pas un vrai igloo, mais tu vas nous expliquer pourquoi. Mais c'était quoi l'idée de dire, OK, je vais dormir en plein air, en plein hiver, dans un igloo? En fait, ce que je voulais montrer, c'est qu'on est capable de faire n'importe quoi, peu importe la température. Il faut juste être bien habillé, bien équipé, puis de profiter de la vie, de profiter du plein air. Parce que moi, là, j'ai dormi pendant une semaine, on l'a dit, dehors, dans un igloo, ou Quincy, là, qu'on peut redéfinir. Mais si moi, j'ai été capable de dormir pendant une semaine dehors, puis il a eu fait des froids assez intenses, on a eu un moins 25 puis un moins 30 environ, là, 2 nuits consécutives. Si moi, je suis capable de dormir une nuit, je crois que n'importe qui peut aller jouer dehors avec ses enfants au moins 1 heure, même si Environnement Canada dit il fait moins 20, il fait très froid, on ne sort pas. Non, aller jouer dehors. Il y a possibilité, c'est vraiment d'emmener ça plus loin. Puis c'est de vivre une expérience aussi. C'est fascinant, on apprend plein de choses. Tu te retrouves avec toi-même dans une petite bulle de neige, il n'y a aucun bruit. Puis ma première nuit, ça m'a même surpris à quel point c'est un environnement, on pourrait faire un studio. Je pense que j'ai lancé l'idée à Amélie et à Jeff à Boom. C'est un igloo, mais c'est pas un igloo. C'est un Quincy. Exactement. C'est quoi la différence entre un Quincy et un igloo? Un igloo, en fait, c'est l'habitation qu'on connaît pour la plupart. Là, ça frappe un petit peu l'imaginaire. C'est qu'on prend vraiment des blocs de neige qui ont été compactés avec le froid, avec le vent, qui sont découpés vraiment à la scie, puis on fait des beaux cubes inclinés un petit peu. Puis là, on va monter notre igloo pour venir faire notre installation, qui va venir tout se refermer, là, les blocs, un sur l'autre, parce qu'ils s'en vont vers l'intérieur. Puis, donc, ça, c'est vraiment l'igloo. Un Quincy, c'est une autre habitation amérindienne qui est souvent utilisée par les scouts.
En fait, ils font des camps hivernaux là, avec ça. Ce qu'on prend, c'est que c'est un amoncellement de neige, puis on creuse à l'intérieur. Donc, souvent, si on est pris, c'est un abri de fortune, un abri de survie. Donc, si on est à l'extérieur, on est en train de faire une randonnée pédestre, les vents se lèvent, une tempête, on n'est plus capable, on est coincé. C'est un très bon abri à se construire pour se protéger. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la neige, on compacte, puis après ça, bien, on creuse à l'intérieur pour pouvoir le faire. Là, tu as fait le choix de t'installer au centre plein air Ronald Beauregard, qu'on appelle aussi l'OTJ, sur le bord de l'eau. Mais là, c'est quoi? Tu t'es fait livrer de la neige parce qu'il n'avait pas assez ou c'est parce que... Explique-nous un peu la logistique ou la complexité de faire le défi. Parce que ça a l'air simple de dire, bon, ben, je vais me creuser un trou dans la neige puis je vais dormir là, mais c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. En fait, dans Charlevoix, j'aurais pas eu de problème parce que la quantité de neige j'avais. À Saint-Jean, c'était un pari, en fait, que j'ai pris avec Dame Nature, là. J'ai essayé de la contacter, mais elle ne répond pas souvent. Mais là, elle a bien répondu parce que juste la veille, en fait, avant de construire l'igloo, il y a eu la fameuse tempête de neige qu'on a eue, là, qui nous a laissé toutes ces accumulations-là. C'était vraiment merci Dame Nature. Ça a permis à la ville de vraiment déblayer le stationnement au parc Ronald Beauregard pour m'amener mon amoncellement de neige. Puis, il a fait très froid dans la nuit de vendredi à samedi, ce qui a permis une compaction de la neige naturelle. Ça a pris combien de temps de creuser le trou? Puis étiez-vous plusieurs? Comment ça marche, là? Ça va quand même très vite. Moi, j'avais 2 jeunes de l'Étoile qui étaient là avec moi parce qu'on a appris plein de trucs au niveau de l'orientation avec ça. Il y avait une intervenante de l'Étoile qui était là, ma copine, puis un de mes amis qui est venu aider aussi. Puis en jasant, parce que tu sais très bien, j'adore jaser, ça a quand même juste pris 2h30, là, creuser l'espace. Fait que ça va très vite. Tu creuses ça à la main, à la pelle? Je creuse ça à la pelle. Moi, j'ai pris une petite pelle que j'utilise en ski de randonnée, qui est vraiment très légère, très malléable, donc ça permet vraiment de bien creuser. Ça se passe super. Ce qui est le plus complexe, c'est d'évacuer la neige. Parce qu'au début, quand tu commences à creuser ton tunnel, parce que la section, dans le fond, notre lobée, si on veut, c'est vraiment un tunnel avant d'arriver vraiment dans la bulle. Mais quand on creuse, là, ça va bien sortir la neige. Mais à un moment donné, quand tu es à l'intérieur puis que tu es vraiment plus loin, que tu es à un 10, 15, 20 pieds plus loin, là, tu commences à creuser ta neige puis il faut que tu sortes ça. Un moment donné, on était 2 à creuser en dedans, on poussait la neige, puis l'équipe à l'extérieur qui était en train, les jeunes, et puis Jess et Marc-André, arrête, là, on n'est pas capable de fournir. On est en train de se refaire une porte, on est en train de se sceller à l'intérieur. Mais c'est quoi la dimension du trou que vous avez creusé? Au départ, elle était d'une hauteur de 5 et 6, ça je peux le dire parce que c'est ma grandeur, puis j'accotais en haut et en bas. Moi, j'étais au niveau du... Ça, 5 et 6, c'est avec la casquette. C'est avec la casquette, oui. Okay, si on l'enlève, j'étais à 5 et 3, je pense. Vas-y, je t'arrête plus. Puis, moi, ce que j'avais fait d'un espace... Normalement, tu vas essayer d'avoir un espace le plus petit possible pour être capable de conserver ta chaleur. Parce que si je suis tout seul à dormir dedans, je suis le seul à chauffer. Il n'y a pas de plainte électrique, il n'y a pas de système de chauffage. Fait que c'est moi, avec ma chaleur corporelle, qui chauffe. Fait que si je fais un grand espace, bien là, ça va être difficile à chauffer, à conserver ma chaleur. Moi, je l'ai fait un petit peu plus grand que ce que j'aurais pu faire si ça avait vraiment été en survie. Tu as quand même fait un 5 pieds de haut, hein? Oui, tu 5 pieds 6. Puis en largeur? En largeur, je dirais que c'était peut-être un 12, 13, 14 pieds. Oui, parce qu'il y avait une des nuits que ma copine est venue dormir avec moi, fait qu'il fallait avoir l'espace. Puis l'objectif aussi de se placer dans un parc comme ça, c'était d'avoir des visites pour que les gens viennent voir c'était quoi l'ampleur. Exactement. Qu'on puisse être 3-4 personnes, être capable de jaser, puis que je puisse donner des explications sur la confection de cette... Comment fonctionne la prise d'air ou l'évacuation de l'air? On comprend qu'il y a une porte, OK? Oui. Mais est-ce que ça te prend une cheminée? As-tu besoin d'une circulation d'air? Oui, ça, c'est hyper important. Normalement, de base, on parle d'un plafond environ de 30 cm, 25-30 cm. Les murs aussi d'épaisseur. Okay. Puis là, on va faire 2 trous d'aération. Donc, une pour l'entrée d'air, une pour l'évacuation. Donc, vraiment, ce que j'appelle une cheminée. Moi, par exemple, vu que j'étais là plusieurs journées, c'était pas en cas de survie, moi, je me suis gardé un plafond d'environ 70 cm parce que la compaction de la neige continue. Puis là, je parlais qu'au début, elle était 5 et 6, mais plus ça avançait dans la semaine, là, je ne pouvais plus me lever debout. J'étais à genoux, le plafond a descendu. Oui, le plafond a vraiment descendu. Parce qu'il fait moins froid ou parce que c'est la pression? Le soleil a changé beaucoup de choses. Il a été très présent. La chaleur aussi. Il y a eu, tendance la température cet hiver, donc il y a eu un petit peu plus chaud, mais il y a aussi le travail de la neige qui a continué à se compacter. Parce que moi, j'avais juste eu 12 heures de compaction. C'est pas comme dans le Grand Nord qu'il y a tout l'hiver que la neige se compacte avec le vent. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que je recreusais à chaque soir pour m'assurer d'avoir la forme, parce que la fameuse forme ronde, c'est ce qui permet de tenir
tout ensemble. Parce que si c'est juste en forme de tunnel, il y a des chances que ça s'écrase. Moi, Bon, mais je ça, peux c'était pas me mon autre permettre ça. question. Quels sont les risques d'effondrement d'un Quincy? Il n'y a pas de statistiques. En tout cas, je n'ai pas OK. lu de trucs qui disaient que les gens étaient décédés ou que ça s'était OK, écoulé. mais je repose ma question autrement. Est-ce que toi, tu te sentais en sécurité dans cette installation? Totalement. OK. J'étais Tu vraiment dormais pas en sécure, disant, puis- ça va-tu me tomber sur la tête puis je vais mourir étouffé? Non? En fait, je me suis Non. jamais dit ça, sauf que tout le monde me posait cette question-là. Ouais, mais Fait que quand je suis arrivé dans ma première nuit, ça a fait comme c'est-tu correct? Tout est correct, Marc-André, puis je me suis endormi. OK. Pour vrai, ça n'a vraiment pas été long. Si je reviens sur l'aération, le problème que j'ai eu à cause de mon épaisseur de plafond puis de mur, c'est que quand tu dors, tu fermes la porte hermétique parce que tu ne veux pas qu'il y ait de vent qui rentre. Mais tu fermes comment la porte? Tu peux faire de la neige. Ça, je trouve que c'est un peu moins sécuritaire. Moi, j'ai pris un traîneau, puis moi, je dormais sur une bâche pour couper, en OK. fait, pour pas que ça soit mouillé, mon équipement de camping soit mouillé. Fait que j'ai fermé avec une bâche, puis le traîneau. Donc, s'il arrivait quelque chose, je pouvais sortir un peu plus rapidement. Sauf qu'à cause de l'épaisseur, l'air circulait moins bien. Je me suis réveillé le mardi matin assez amorti. Ah ouais? J'étais écrasé, vraiment. Là, je me suis dit, ah bon, c'est le froid qui joue sur moi, sur ma fatigue. Mais plus la journée avançait, plus je retrouvais mon énergie d'habitude. OK. Puis, en fait, c'est l'oxygène qui revenait. Donc, j'ai probablement manqué d'oxygène dans ma première nuit. Fait que ce qui aurait été Ça plus paraît risqué... Non, ça paraît pas. Mais en fait, je l'ai eu à la naissance, puis là, je l'ai encore là pour faire des trucs comme ça. Mais je pense que c'est ce qui aurait OK. été plus dramatique. Ça, c'était dans les premières nuits, ça? La première nuit. La première, OK. nuit. Fait qu'après ça, le lendemain, ma copine dormait avec moi. Fait que c'était important de faire des ajustements. OK. Fait que j'ai parlé avec un de mes commanditaires, là, Jean-Sébastien de chez Première Générale, qui travaille souvent en espace clos pour de la décontamination. On a fait des recherches un petit peu plus poussées. Puis là, on a trouvé qu'il manquait vraiment de trappes d'aération. Fait que ce qu'on a fait, c'est que j'ai refait des trous supplémentaires. Puis on les a placés vraiment près du visage pour que l'oxygène rentre bien. Ah, OK, OK. Et j'ai pas pris de chance. Là, j'ai pas fermé ma porte complètement. J'ai laissé vraiment une ouverture pour avoir une circulation, ce qui a permis d'avoir des très, très bonnes nuits par la suite. Bon. Parle-nous du... Parce que là, tu avais quand même un sac de couchage, un sleeping bag version moins 40, quoi? Moins 29. Moins 29. Oui. C'est trop chaud. C'était trop chaud? Oui. Là, tu dormais-tu en T-shirt puis en bobette ou plus habillé que normal? En fait, je me suis habillé en prévision qu'il allait faire plus froid qu'il a fait froid, juste pour être certain. Donc, je dormais avec une première couche en mérino dans le bas, première couche en mérino aussi, manche longue en OK, haut, quand même. puis des bas, juste pour être certain, en fait, pour juste bien conserver ma chaleur. Puis mon sleeping moins 29 faisait drôlement le travail. As-tu dormi avec ta casquette ou avec une tuque? C'est vraiment une bonne question, ça. En fait, la première nuit avec une casquette, OK. c'était très humide. La deuxième, j'ai essayé la tuque. Puis? Il faisait chaud. J'étais pas habitué parce que même l'hiver, moi, j'ai ma casquette, là, au moins 30, je cours à l'extérieur, je suis en Elle n'est pas casquette. collée quand même. Elle n'est pas collée, non, OK. non, une chance. Mais en fait, je pense la moitié avec une tuque, la moitié avec ma casquette. Mais les oreilles dans tout ça, non? Je crois qu'il n'y a pas pas eu de dangereux au niveau sensation. des oreilles, non? Non, OK. ma copine dit, puis j'ai même des clients aussi qui m'ont dit que ma peau, c'est de la peau d'éléphant, j'ai pas de sensation. Tu as fait combien de nuits au total? J'ai fait 6 nuits. 6 nuits. Oui. Des nuits de quoi? De 8 heures? Ouf, il y en a une qui a été de 4 heures parce que je travaillais tôt, donc j'ai dû me lever très Ouais. tôt. Là. Ça surprend un petit peu, par exemple, surtout les premières nuits, là, quand tu te réveilles dans une bulle blanche, OK, je suis où? Puis tu as le bout du nez qui est froid. Il y a des nuits, ma meilleure nuit, je pense, ça a été une 8-9 heures pour vrai. Puis c'est rare que je fais des nuits comme ça. Là. Je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup, qui se réveille souvent. Puis j'ai vraiment bien dormi. L'air frais, là, donne un... Pour vrai, ça l'aide vraiment à dormir. J'ai essayé de convaincre ma blonde de dormir les fenêtres Oui, mais ouvertes ça, en c'était mon revenant, autre question. Comment madame a-t-elle apprécié son expérience? je pense qu'elle était craintive au début. Ouais. Mais quand elle a vu que moi, j'avais aucune inquiétude sur la structure, ça l'a permis de bien dormir. Mais ça l'a quand même joué sur sa qualité de sommeil. Fait que le lendemain, en travaillant, c'était un petit peu plus difficile. Mais je pense qu'elle aurait été game de refaire une autre nuit, avoir un bon équipement, parce que les nuits après, ils ont commencé à descendre en degrés là, très, très rapidement. Parce que pour arriver à moins 25, moins 30, il faut quand même un bon sleeping pour faire ça. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Que tout est possible. Qu'il faut juste rêver, puis bien s'informer, bien s'équiper. On est capable de faire n'importe quoi en plein air. Si on est bien habillé, là, on peut apprécier les joies de l'hiver. Là. L'été, quand il fait trop chaud, à un moment donné, on ne peut plus nous enlever de vêtements. On peut se rafraîchir, on peut mettre de l'eau. Mais l'hiver, là, tu t'habilles, tu rajoutes des couches, Puis
il y a moyen aussi de se construire, même si on fait du plein air extrême, puis on s'en va dans des expéditions, puis on est obligé de se construire un abri comme ça. La différence de température, là, faisait moins 28 dehors, faisait moins 8 dans l'igloo. Fait que tu n'as pas besoin nécessairement d'un sleeping moins 29 pour pouvoir faire des choses comme ça. C'est hyper enrichissant, puis tu passes des nuits sans bruit, toute seule, avec toi-même. C'est vraiment... c'est merveilleux. Avais-tu quand même ton cellulaire pas loin? Oui, ça pour vrai, au niveau de la sécurité. Parce qu'en fait, dans toutes les épreuves, là, il y a toujours un aspect de sécurité. La prochaine, on n'aura pas le droit au cellulaire parce que ça ne pogne pas. Mais je dormais avec mon cellulaire dans le sleeping pour être certain que la batterie ne gèle pas parce que sinon, ça... Là, on a parlé tantôt des 5 premières aventures, si on veut, épreuves. Là, la 6e, c'était l'igloo. Oui. Là, maintenant, les 6 autres, ça va être quoi? Là? Je comprends que la prochaine, on s'en va en Gaspésie. Oui, traverser la réserve faunique des Chic-Chocs en ski de randonnée. Donc, c'est vraiment de monter les montagnes avec des pots d'ascension. On monte, on arrive en haut, on enlève les pots, on skie dans de la belle poudreuse qui devrait nous arriver jusqu'aux hanches. C'est un territoire qui est non exploité. Donc, il n'y a pas personne qui a fait des traces avant nous. Donc, on s'en va vraiment à l'aventure. Risque d'avalanche, risque de... Puis d'ailleurs... Mais quand même avec un guide qui connaît le terrain. Ah oui? Oui? Ah non, non. Non, il y a pas... En fait, il y a un guide qui nous a donné des clés. Le tracé, là, c'est ça? Il nous a donné un tracé approximatif de quoi faire. Mais sinon, on est vraiment 3 amis qui partent à l'aventure. Pas de réseau cellulaire, on est en plein milieu de la Gaspésie. Téléphone GPS? Oui, téléphone GPS quand même. Tout ce qui est au niveau de la sécurité, là, on l'emmène quand même. Téléphone GPS, on va avoir un système aussi pour communiquer juste en cas d'urgence pour pouvoir appeler les secours si le téléphone GPS ne fonctionne pas parce qu'on peut avoir des moins 28 encore. Là. Puis à chaque soir, on va dormir dans des abris un petit peu comme le Quincy, qui a été en fait un test, si on veut. Là, c'est bientôt, c'est au mois de mars. Là. Oui, départ le 9 mars, on embarque dans la neige et on se revoit après ça 14-15 si tout va bien. Bon, après ça va être quoi les épreuves restantes en rafale? Là? En rafale, il va y avoir une épreuve de vélo au mois d'avril, donc 100 km en Montérégie de vélo, plus 10 heures de vélo stationnaire. Ensuite, un entraînement pendant 12 heures en plein air. Ça, j'invite les gens à participer avec moi. Mois de juin, ça va être un 14 km de natation en 2 jours. Parc national d'Amauricie, qui fête son 50e cette année. Moi, c'est mon 40e anniversaire de fréquentation du parc. C'est là que j'ai grandi avec mon père. C'est là que ma mère et mon père m'ont légué toutes les valeurs au niveau du plein air. Donc, c'était important pour moi de faire un petit clin d'œil là-bas. Ensuite, juillet, avec Martin Trahan, on fait puis Olivier Dorien, on fait la traversée du Richelieu au grand complet en canot, donc 125 km. On l'a fait il y a 2-3 ans, en 2 jours. Ce coup-là, on s'attaque à ça pendant une journée. Allez-vous faire du portage? En fait, la seule place qu'on fait du portage, c'est à Chambly, parce que la chute, elle descend vite. Ça serait dur un peu. Puis, il y a, je crois, à Saint-Ours qu'on prend l'écluse aussi. Le reste, on fait ça là, vraiment dans le Richelieu au complet. Ça va être une belle expérience aussi. Ouais. Puis, le mois d'août, qui va être la plus grosse des épreuves, qui va être la finalité, c'est la fameuse montagne à Saint-Grégoire, chez Sim. Il y a une boucle de 2,2 km. Moi, je m'attaque à ça. Je vais la faire en course en sentier 41 fois. Donc, un tour par année de vie de mon père. Ça va représenter 90 km de course en sentier, 7000 mètres de dénivelé positif. Ça prend combien de temps, ça, 41 fois? Moi, je veux le faire de façon raisonnable parce que je veux qu'il y ait des gens comme Éric Latour va venir faire un tour en échange d'un don à l'Étoile, va venir faire un tour avec moi, soit plus vite ou plus lent. Les jeunes de l'Étoile vont en faire avec moi. Donc, je veux y aller quand même raisonnable pour toffer la run. Ça devrait prendre entre 20 et 24 heures là, de course sans arrêt. Oui, ça va être un beau défi. Puis le dernier tour, je le fais avec ma fille parce que c'est une façon de léguer ce que les valeurs que mon père m'a données, je veux lui retransmettre. Donc, c'est vraiment significatif. Après ça, je risque d'être un petit peu émotif après une année assez rock'n'roll. Puis cette épreuve-là, elle se déroule le 21 août. C'est la journée que je vais avoir 40 ans, 11 mois, une journée, la même âge que mon père avait quand il est décédé. Fait que c'est vraiment très significatif pour moi. Là, ça va être quelque chose. Et pour l'Étoile, dans tout ça, à la finalité de tout ça, il va rester quoi, dans le fond? Qu'est-ce que tu veux que ça donne à l'Étoile, là, évidemment, pour... Bien, outre l'argent, là, parce que oui, on veut ramasser de l'argent, ça, c'est correct, mais je crois qu'il y a plein de façons de le faire. Mais présentement, il y a des jeunes de l'Étoile qui me suivent dans cette aventure-là. Quand ils peuvent participer avec moi, ils le font. Ils sont venus construire l'igloo, sont venus pendant l'hivernal des Montgolfières, on a fait du patin ensemble. C'est déjà de faire de la thérapie par l'aventure, puis c'est de léguer ça à des jeunes, puis peut-être changer leur vie, puis de faire comme « Ah, c'est possible de rêver », puis d'apprendre la persévérance. Que tu as un échec, parce que j'en ai parlé de l'échec que j'ai eu au mois de janvier, mais c'est pas vraiment un échec. C'est un apprentissage, puis on va vers l'avant. Fait que en fait, c'est de léguer ces valeurs-là aux jeunes de l'Étoile et
la population en général aussi. Marc-André Payet, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. On est à la mi-parcours Oui. et on va te suivre avec attention pour les 6 autres épreuves d'ici l'automne prochain. Merci. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Hey François, cette semaine, 100% boxe, mon ami. Absolument, avec les frères Gauthier, on a 2 boxeurs également qui passent pro. Oui, monsieur. Alexis Barrière et Dominique Cloutier. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Vous savez qu'on approche de la Journée internationale des femmes. Il y aura certaines activités du côté du Centre de femmes du Haut-Richelieu, notamment le lundi 2 mars, où on va permettre aux femmes, bien sûr, de rencontrer notre nouvelle députée E, Mme Christine Normandin, députée fédérale à la Chambre des communes, députée de Saint-Jean. Donc, vous avez les informations à l'écran. Entre-temps, si vous manquez ou si vous désirez voir des extraits du Conseil de ville, on offre une émission, nous, qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et le dimanche matin, 9h30 en direct, c'est bien sûr le Télébingo avec 4 000 $ en prix. À demain.